Madame, monsieur, bonsoir. C'est toujours la canicule. Il faisait 35 degrés à l'ombre ce matin au Conseil des ministres. Il n'y avait pas beaucoup d'ombre. Dernier des conseils de la saison avant quelques jours de vacances bien mérités, a dit Jacques Chirac. L'amiral Langsade quitte les fonctions de chef d'état-major des armées. Il sera remplacé par le général Jean-Philippe Douin. En Bosnie, les casques bleus quittent l'enclave musulmane de Jepa. Et en Algérie, les services de renseignement affirment avoir identifié l'un des portraits robots diffusés par le ministère de l'Intérieur après l'attentat du RER. Et puis à la fin de ce journal, un premier bilan sur les vacances du mois de juillet, bilan plutôt mitigé, que nous commentera Françoise de Panafieux, le ministre du Tourisme, qui sera en direct avec nous. Bonsoir Madame le ministre. Et bonsoir. À tout à l'heure. Le thermomètre n'en finit donc pas de jouer avec nos nerfs. Il passe un peu partout en France et à quelques rares exceptions près, la barre des 30 degrés. Il a fait 38 degrés cet après-midi au centre de Paris. Alors on cherche le frais par tous les moyens et dans tous les endroits. Exemple au parc Montsouris et dans les jardins de la gare Montparnasse, Elsa Margou et Philippe Luzzi. Il y a ceux qui n'ont guère de mal à supporter la chaleur parisienne. Et puis, il y a les autres. Quand le cœur de Paris se réchauffe pour atteindre les 38 degrés, autant partir à la recherche des quelques rares coins de verdure. Sans oublier de beaucoup boire, du coca s'il vous plaît, pour ne pas se déshydrater. Et pour les plus inspirés, restent les plaisirs interdits, comme la cascade du parc Montsouris. J'écris une chanson. Une chanson sur quoi? Sur l'eau. La sensation de cette fraîcheur liquide me remonte à la tête qui est pleine de soleil. La tête, mieux vaut l'avoir bien fraîche que bien pleine en ces jours de canicule. Et au-dessus de la gare, la plage avec un avant-goût de vacances un peu insolite. Ici, on est vraiment dans le centre de Paris, au-dessus de la gare Montparnasse. Savoir qu'il y a les TGV en dessous. Et le soleil ici, c'est le top. Il fait pas trop chaud? Non, ça va parce qu'on peut se rafraîchir derrière là. Ah mais moi si je passe une journée ici, je suis partie en voyage les ans. Ça c'est sûr, à l'autre bout du monde. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Et tant mieux si les Parisiens sont contents, car ils devront encore supporter la chaleur jusqu'à la fin de la semaine. Et pour ceux qui travaillent dans des bureaux, la climatisation n'est pas toujours à la hauteur, loin s'en faut, et encore quand elle existe. Dans les maternités aussi, la protection des bébés et de leur maman peut devenir un problème. Anne Poncinet et Maryse Richard. Charlène est née hier et de là où elle vient, aucun bulletin météo ne l'avait avertie de la canicule. Surprise par la chaleur, elle a fait une petite fièvre de protestation. Charlène a un peu chaud, donc j'ai conseillé à la maman de la laisser découverte pendant 2 heures. Et au bout de 2 heures, je contrôlerai sa température pour voir. Et si elle persiste à être élevée, je lui donnerai un petit bain pour la rafraîchir. Pour l'accouchement, ça a été plus dur? Un petit peu, parce qu'il faisait très chaud hier. Hier, il était très chaud. Mais après, ça a été. On transpire beaucoup, mais on ne peut pas faire autrement. Pendant les grosses chaleurs, on augmente le nombre de biberons d'eau, ce qui permet d'ailleurs de s'entraîner à bien le donner. Les fines sont remplies de liquide, sinon ils pètent de l'air et c'est ce qui se provoque là, la toux. Selon les puéricultrices, il ne faut pas hésiter à réveiller un bébé un peu trop ramollo pour le faire boire. Ces gestes simples ne sont pas réservés à la maternité, ils sont conseillés à tous les parents de nourrissons. Ne pas hésiter à les découvrir. Il faudra proposer un supplément de boisson à chaque biberon. Leur donner éventuellement un bain 2 degrés au-dessous de la température. Et bien surveiller la température plusieurs fois par jour. Mais si vous devez accoucher en plein mois d'août, pas de panique. Les naissances ce mois-là ne sont pas plus rares ni plus périlleuses que le reste de l'année. Sans doute à la suite de la sécheresse qui sévit dans la région de Périgueux, un incendie a ravagé cette nuit une trentaine d'hectares près de Bliss-et-Born, mais sans faire de victimes. Et les États-Unis, que ce soit à Chicago, à San Francisco, à Washington, traversent aussi une nouvelle vague de chaleur. La précédente a été meurtrière, elle a fait plus de 600 morts. Alors cette fois, tout est fait pour se rafraîchir. Reportage harassant de notre correspondant permanent à Washington, Philippe Gassot. Le ventilateur brassait avec difficulté un air lourd et moite. On n'est pas dans un polar de Chester Himes, mais bien dans la réalité du moment aux États-Unis. Il fait chaud, un véritable sauna. Ce matin, la radio recommandait aux automobilistes de prendre certains autobus mis gratuitement à leur disposition afin d'éviter d'augmenter la pollution en ville. Et la vague de chaleur ne semble pas vouloir reculer.
Chaque matin, ces bulletins battent des records d'audience. On espère y découvrir une raison de croire en un avenir météorologique meilleur, c'est-à-dire avec beaucoup de nuages, mais rien. Juste des appels au secours de ceux qui ne parviennent plus à respirer. Des milliers d'appels consignés ici qui donneront lieu à une intervention dès que ce sera possible. Vous savez, il faut du temps pour réparer les appareils. Il faut trouver d'urgence des climatiseurs. Certaines associations collectent les vieux appareils qui seront réparés. On ramasse aussi les ventilateurs. C'est mieux que rien. Chaque jour, on assiste à des interventions d'urgence. Aujourd'hui, c'est une maison de retraite qui mobilise le service de santé. Je suis de la commission de la santé publique. Je suis allé frapper à toutes les portes et chaque fois, j'ai pu constater qu'il faisait terriblement chaud dans les logements. Il y a une femme qui, par exemple, lavait sa vaisselle dans un appartement. C'était vraiment un sauna. Il a fallu la faire sortir presque de force. Ces personnes âgées sont sans air conditionné depuis près de 3 jours. À l'extérieur, le soleil cogne. Il risque de tuer. Il faut donc faire vite. Sur la 7e chaîne de télévision, comme Tracy Brown, tous les jours, on parle de la chaleur. Ce matin, nous avons commencé à 7h30. On a parlé de la qualité de l'air, dont le code vire à l'orange. Cela veut dire que les personnes qui ont de l'asthme ou des problèmes respiratoires doivent rester à l'intérieur où il fait frais. La population est avertie. Les premières victimes de la vague de chaleur sont surtout les enfants, mais aussi les personnes âgées, car lorsque le thermomètre dépasse les 40 degrés, l'humidité, elle, atteint plus de 90%. En revanche, dans le nord-ouest des États-Unis, de l'Oregon au Montana, c'est le froid qui bat des records, parfois avec des températures inférieures à 0 degré. La Floride, elle, a été traversée sans trop de mal par l'ouragan Erin, qui a eu la bonne idée de se transformer en orage tropical. Un orage violent avec des rafales de vent à 160 km/h. Il est plus torrentiel, mais qui n'a fait ni dégâts importants, ni victimes, contrairement à Andrew en 92, qui avait laissé derrière lui 35 morts, des milliers de sans-abri et près de 150 milliards de francs de dégâts. L'enquête sur l'attentat du RER. Les services de renseignement algériens affirment ce soir avoir identifié l'une des personnes figurant parmi les 3 portraits robots diffusés par le ministère de l'Intérieur. Il s'agirait d'un membre de la mouvance extrémiste islamiste, une information prise avec prudence par les enquêteurs français. Michel Fine. L'information était tenue top secrète depuis 48 heures, depuis que les services algériens ont contacté leurs homologues français pour leur indiquer qu'ils avaient identifié l'individu représenté sur ce portrait robot. Selon la sécurité militaire algérienne, l'homme serait un membre opérationnel du GIA, le groupe islamique armé. Son portrait robot avait été dressé la semaine dernière à partir du témoignage d'un passager du RER à la station Châtelet. Quelques secondes avant l'explosion, il avait vu un homme qui regardait s'éloigner la rame. En entendant l'écho de la déflagration, l'individu avait fait un bras d'honneur, puis était parti en souriant. Les services de police français étudient bien évidemment ces informations avec beaucoup d'attention. La sécurité militaire algérienne leur a transmis plusieurs photos de l'individu suspecté. Elle leur a donné aussi ses divers noms d'emprunt. Mais on souligne que les photos transmises sont anciennes, de mauvaise qualité et qu'elles ne permettent pas d'établir formellement un rapprochement entre l'homme et le portrait robot. De sources proches de l'enquête, on explique que ces renseignements doivent donc être pris avec la plus extrême prudence. On sait que le groupe islamique armé, qui est en fait une nébuleuse de groupes, est infiltré de longue date par la sécurité militaire. Lorsque les services algériens transmettent des renseignements aux services français, c'est rarement, affirment les policiers, un geste tout à fait gratuit. Et Jacques Toubon, le ministre de la Justice, a annoncé aujourd'hui qu'il allait étoffer la cellule antiterroriste du parquet de Paris. Un substitut devrait être nommé, ainsi qu'un nouveau juge d'instruction. Jacques Chirac a rendu hommage ce matin au Conseil des ministres au travail des forces de police et au secours. Depuis l'attentat, 1100 appels ont été enregistrés par le ministère de l'Intérieur et 80 000 contrôles d'identité effectués. Enfin, à Metz cet après-midi, la gare a dû être évacuée à la suite d'une alerte à la bombe. 16 personnes, vous le savez, sont toujours hospitalisées, dont 2 en service de réanimation. Cet après-midi, à Verrières-sous-Buisson, se sont déroulées les obsèques de la 7e victime de l'attentat, un jeune homme de 16 ans qui allait tout simplement rejoindre ses copains ce jour-là. Ses parents n'ont pu l'identifier que samedi. Françoise Rudetsky, la présidente de SOS Attentat, au cours de sa rencontre avec Jacques Toubon, a demandé une nouvelle fois qu'un hommage particulier soit rendu aux victimes. Il pourrait s'agir d'une plaque commémorative déposée à la station Saint-Michel.
Les chiffres du chômage seront connus demain et ils seront à la baisse de façon spectaculaire. Une baisse due pour une part à la nouvelle façon de comptabiliser les demandeurs d'emploi. D'où la grogne des syndicats et de l'ancien ministre du Travail, Martine Aubry. Explication d'Ève Mété. 3 250 200 demandeurs d'emploi, c'est la dernière statistique officielle. Parmi ces demandeurs d'emploi, il y a ceux qui ne travaillent pas du tout et ceux qui, faute de mieux, acceptent une mission d'intérim, un petit contrat, tout en restant inscrits à la NPE dans l'attente d'un emploi solide. Jusqu'à présent, ceux-là étaient comptabilisés comme chômeurs. Désormais, s'ils travaillent au moins 78 heures par mois, c'est-à-dire 15 jours, ils ne le seront plus. C'est une décision du Conseil d'État. Coup de baguette magique sur les statistiques du chômage. Entre les chiffres du mois dernier et ceux publiés demain, le nombre de demandeurs d'emploi devrait chuter brutalement de 250 000. 250 000 chômeurs de moins en un clin d'œil. Ce matin, le ministre du Travail, Jacques Barrot, a tenu à couper court à toute polémique. Ça n'est vraiment que l'application de la loi. Il n'y a aucune manipulation, il n'y a aucun désir particulier d'améliorer artificiellement les chiffres du chômage. Alors ça, je suis très clair. D'ailleurs, on peut faire en même temps les calculs à l'ancienne. Simplement, on applique la loi, on se rapproche d'ailleurs des modes de calcul qui sont en vigueur ailleurs. Et ça, c'était décidé avant que j'arrive. Au-delà des chiffres eux-mêmes, c'est le sens de la réforme que critiquent les syndicats. Avec ce nouveau calcul, le sous-emploi se trouve banalisé. Cette nouvelle comptabilité, c'est faire croire qu'à partir du moment où on exerce ou on a exercé un emploi de mi-temps, donc avec un demi-salaire, on n'est plus chômeur. Et donc c'est concrétiser le fait que de plus en plus l'emploi, ce sera du sous-emploi. Le gouvernement publiera parallèlement, au moins pendant quelques mois, les chiffres anciennes et nouvelles méthodes de calcul, la seule façon de mesurer vraiment l'évolution du marché du travail. Un coup de tonnerre sur la vie tranquille d'Auchan. Le PDG, Gérard Mulliez, et 5 responsables du groupe ont été mis en examen par le juge de Pau dans l'affaire d'Estrade. Ils sont soupçonnés d'avoir versé 3 millions de francs à l'ancien député socialiste pour faciliter l'attribution de permis de construire de leur grande surface. Laurent Bailly et Jean Corneille. Gérard Mulliez, c'est lui. Parti de rien dans les années 60 et aujourd'hui l'une des premières fortunes de France, il est à 63 ans mis en examen avec 5 de ses directeurs pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux et trafic d'influence. Son groupe aurait, pour pouvoir ouvrir de nouveaux magasins, versé 3 millions de francs à l'ex-député socialiste des Pyrénées-Atlantiques, Jean-Pierre d'Estrade, qui est incarcéré depuis 8 mois. En tout cas, pour la société Auchan, le choc est rude. Bien entendu, ces mises en examen ne signifient absolument pas reconnaissance de culpabilité, heureusement. Mais Auchan est très embarrassé par ces attaques qui sont inattendues. Auchan embarrassé, Auchan qui surtout conteste avoir versé le moindre pot de vin à Jean-Pierre d'Estrade, ici lors de son arrestation. La mise en examen de Gérard Mulliez est la 15e dans cette affaire, mais une dizaine d'autres chefs d'entreprise pourraient à leur tour être mis en examen d'ici à 2 mois. L'actrice Béatrice Dalle est en garde à vue ce soir. Les gendarmes ont trouvé de la cocaïne et de l'héroïne à son domicile. Et puis dans l'affaire Papon, le dossier d'instruction est terminé. Le parquet général de Bordeaux doit maintenant examiner les 25 tomes du dossier et choisir ou non de renvoyer Maurice Papon devant la cour d'assises de Gironde pour crime contre l'humanité. Enfin, les gendarmes de Paris cherchent à vérifier si Aloïs Brunner, le dernier grand criminel nazi, est toujours en vie. Au début de cet été, ils se sont rendus en Uruguay et en Argentine, mais pour vérifier sans succès une information selon laquelle il s'y trouvait. À l'étranger, l'Australie et la France campent sur leur position. La rencontre entre le ministre français des Affaires européennes, Michel Barnier, et le ministre australien des Affaires étrangères n'y a rien changé. Au contraire, Canberra ce matin menaçait de pénaliser EDF après avoir sanctionné la firme Dassault en l'éliminant d'un appel d'offres. Commentaire ce soir d'Olivier Dassault. La réaction australienne est contraire aux règles du commerce international. Éric Vastion. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est cet avion. En excluant Dassault d'un appel d'offres pouvant déboucher sur un contrat de 2 milliards de francs, le ministre de la Défense australien a provoqué la colère de Paris. L'ambassadeur de France en Australie, Dominique Girard, a été rappelé d'urgence pour une durée indéterminée. Depuis, c'est un échange de déclarations peu aimable entre la France et l'Australie. Cette décision perturbe le commerce français dans la région et les Français n'aiment pas ça. Mais nous n'aimons pas leur décision capricieuse de faire sauter des bombes nucléaires. Et le ministre de la Défense australien d'enfoncer le clou. Il propose aux États fédérés d'exclure les entreprises françaises des appels d'offres.
Message reçu 5 sur 5 dans l'état de Victoria. Les sociétés françaises ne sont pas les bienvenues, clame-t-on. EDF y est en lice pour l'attribution d'un marché public. La compagnie générale maritime, elle, est empêchée par les dockers de décharger ses marchandises. Face à cela, le gouvernement français réagit vivement. Derrière le paravent des essais nucléaires, il y a des raisons économiques, objectives, géopolitiques qui visent à déstabiliser ou à considérer que la France n'a peut-être pas sa place. Et pour ce journaliste d'une grande chaîne de télévision australienne, la réaction du gouvernement de Canberra relève essentiellement du calcul politique. Le gouvernement obtient un soutien massif de l'opinion publique grâce au boycott. Il s'agit d'un calcul politique. Le sujet est très populaire en ce moment. Le marché australien ne représente même pas 1% de nos exportations. Mais la région a un important potentiel de développement. Remue-ménage à la tête de l'armée française, le général de l'armée de l'air Jean-Philippe Douin, 55 ans, remplace l'amiral Langsad comme chef d'état-major des armées. Une nomination attendue puisque l'amiral Langsad approchait de la limite d'âge de ce poste, mais une nomination qui a entraîné un remaniement important à la tête de la hiérarchie militaire. Il faisait 35 degrés ce matin à l'ombre dans la cour de l'Élysée. Encore, il n'y avait pas beaucoup d'ombre. Avant de laisser partir ses ministres en vacances pour quelques jours, Jacques Chirac les a félicités pour leur travail. La sortie des classes par Marie-Pierre Farkas et Pascal Ponce. Dernier conseil, les ministres évoquent sénatorial, municipal, changement à la tête des armées. Dans la cour, les chauffeurs se protègent de la chaleur et rêvent en secret de 2 vraies semaines de vacances. Madame Lepage, vous partez faire un petit tour à Cabourg pour les vacances? À la fin du mois d'août, j'y serai. Pas d'avant? Je crois pas. À Mururoa, non plus, non. Bonnes vacances. Et le mot vacances, ça signifie quoi pour vous? Oh, vous savez, les vacances, on peut prendre quelques jours de grands week-ends, etc. Je crois qu'il faut. De toute façon, il faut savoir se reposer de temps en temps. Vous savez, je ne crois pas aux gens qui travaillent tout le temps. Ce dont les femmes du gouvernement ont vraiment besoin, ce n'est pas de repos, mais d'un retour à la vie familiale. Replonger dans la famille. Retrouver enfants et petits-enfants à la campagne. On va passer les vacances auprès de vos enfants? Bien sûr que si. Oui. Ils vont travailler? Oui, bien sûr, on peut faire les deux. On peut se reposer, travailler, lire, on peut aller se baigner, tout ça. Merci, au revoir. Trop de dossiers en attente, trop d'affaires à régler, certains vont même totalement se passer de congé. D'ailleurs, en quittant ses ministres, le président n'a eu qu'un mot: mesdames, messieurs, bon travail. Il a présidé ensuite 2 heures de conseil restreint sur la Bosnie avec l'état-major des armées. Pour le Premier ministre qui assistait à la réunion, pas vraiment question de décompresser. Quelques jours dans les Landes peut-être, mais avant cela, le mot d'ordre et la consigne sont implacables. Le programme de la rentrée est tellement chargé que j'espère bien qu'ils vont travailler pendant les vacances. Pour oublier les tracas de la vie politique, le gouvernement Chirac a choisi la Formule Express, les plages du Sud-Ouest, la randonnée en haute montagne ou le transat à la campagne. Personne n'a osé programmer une escapade sous les tropiques. Le prochain Conseil des ministres aura lieu le 23 août. Les élections sénatoriales, elles doivent donc pourvoir au renouvellement de 117 sièges. Elles auront lieu le 24 septembre. Ce devra être l'occasion pour l'ancien garde des Sceaux Robert Badinter et l'ancien Premier ministre Michel Rocard de faire leur entrée dans la noble Assemblée. Enfin, dernière nomination au Conseil des ministres, Patrick Segal devient délégué interministériel aux personnes handicapées. La Bosnie, l'ONU annonce officiellement le retrait de ses casques bleus de la poche musulmane de Gepa, un retrait qui devrait être terminé demain matin et qui intervient alors que les États-Unis redoutent une nouvelle prise d'otage des 150 casques bleus. Il y a à peine 2 jours, nos envoyés spéciaux Gilles Rabin et Georges Hansen se trouvaient justement à Gepa, au milieu de femmes réfugiées qui ont fui la progression des troupes serbes. Elle a été l'une des premières à arriver, elle sera l'une des dernières à partir. Une semaine à peine après la chute de l'enclave, le camp des réfugiés de Gepa est vide, ou presque. Une dizaine de familles attendent encore de partir. Les autres ont été déplacés. Ils ont rejoint dans d'autres camps les réfugiés du début de la guerre, ceux qui ont connu les premières horreurs et qui vivent là depuis 3 ans. Les premières victimes de l'épuration ethnique, ceux qui ont connu les camps serbes de déportation, comme lui, qu'on viendra chercher en septembre pour l'emmener devant le tribunal international de La Haye, témoigner à charge contre son bourreau serbe. Des réfugiés de Prijedor, une des premières villes détruites par les Serbes, et des rescapés de Gepa, la dernière, assis sur les mêmes lits de la même chambrée d'un même camp, 3 ans de malheur en une seule image. Elle n'est pas une réfugiée.
Quand elle a vu la femme assise près d'elle, seule, avec ses 4 filles, elle lui a dit « Viens chez moi, j'ai 2 maisons, l'une des 2 sera pour toi. » Elle la loge, elle la nourrit, elle la rassure, elle la console. Car le mari, le père des 4 filles, est toujours en danger de mort, caché dans les collines, au-dessus de l'ex-enclave de Žepa. Son mari à elle est capitaine de l'armée bosniaque. Quand il est au front, comme en ce moment à Sarajevo, c'est elle qui régente la ferme et la famille. Pense-t-elle que le mari de sa réfugiée de Žepa puisse revenir vivant? Il reviendra, dit-elle. Mon mari à moi est resté assiégé dans la ville de Maglaj pendant 9 mois et il est revenu. Parole de femme bosniaque qui ne savait pas avant-guerre qu'être musulmane pouvait être une malédiction dans ce pays. Farida, la réfugiée, habitait Rogatica. Elle s'est réfugiée d'abord à Srebrenica, puis à Žepa, puis à Zenica, enfin dans ce village. Votre mari qui est au front ne sait pas que vous avez accueilli des réfugiés chez vous. Il sera d'accord? Qu'est-ce que tu crois? Il fait la guerre pourquoi, à ton avis? Toujours à propos de l'enclave de Žepa, l'ONU craint ce soir que 200 personnes qui fuyaient l'enclave aient été faites prisonnières par les forces serbes de Bosnie. Le ministre des Affaires étrangères, Hervé de Charette, se rend demain en Bosnie et en Croatie pour tenter de relancer le processus de paix. Un mort dans l'explosion d'une voiture piégée près d'Alger, un mort et une trentaine de blessés. L'explosion s'est produite près d'Ouled Moussa. Et puis en Israël, 5 membres du FPLP, le Front populaire de libération de la Palestine, d'Ahmed Jibril, ont été blessés dans un raid israélien à l'est du Liban. Pourquoi se priver quand on peut faire de bonnes affaires en vacances? Au Pertu, à la frontière espagnole, près de Draguignan, les auberges, ou plutôt les supermarchés espagnols, ne désemplissent pas de touristes français venus en espadrille profiter de la baisse de la pesette. Reportage Hervé Pozzo et Dominique Bonnet. À droite, la France et ses bureaux de change. Côté soleil, l'Espagne et ses taxes si légères. Hiver comme été, le Français adore acheter. Acheter quoi et comment? Pas toujours facile à avouer. Devinez. Pour l'alcool? Non, pas spécialement, pour tout. On change un peu de cadre, quoi, et puis on profite pour acheter certaines choses qui nous plaisent. Peut-être qu'on... Mais c'est pas pour un gain, non? C'est la sortie. Je viens pour me promener, je viens pour me détendre. Je viens pas pour acheter spécialement. C'est l'occasion qui fait. L'occasion, pour ceux qui osent le dire, de faire de bonnes affaires. En clair, d'acheter de l'alcool moins cher. On vient en vacances, oui, et on fait notre plein pour l'année. Nous, on a pris, je sais pas, c'est peut-être pour 2 mois, 3 mois, on sait pas. Hein. Parce que nous, on en reprend chez nous encore. Hein. Mais comme on est sur la région, c'est quand même moins cher. Un péage peut en cacher un autre. Le principal est d'essayer de dépenser moins. Sur la route des vacances, consommer reste le jeu de l'été. Alors, premier bilan touristique à mi-parcours de ces vacances, bilan mitigé, vous allez le voir à travers les reportages de nos correspondants. Partons d'abord pour le Var, dans la région de Bandol. Là, les hôteliers, les restaurateurs sont catégoriques. Juillet n'a pas été un bon mois. Patrice Velay et Véronique Barondeau. Bandol à la recherche des touristes perdus. En juillet, ils se sont fait discrets et peu dépensiers le plus souvent. Séjours courts ou même annulés, sur le sable, chacun fait ses comptes. Nous, on n'a pas beaucoup d'argent, mais bon, on s'en sort quand même, quoi. Mais c'est vraiment très cher, ouais. Pour boire un coca, c'est 50 balles, c'est trop, quoi. On a un budget vacances, et puis il faut le dépenser, ce budget vacances, sinon c'est pas la peine de venir en vacances. Hein. Voilà, donc il faut s'organiser, c'est tout. Morose, les hôteliers sont moroses. Fréquentation à la baisse, moins 20 à moins 30% selon les établissements ce début de saison. Avec en conséquence moins de couverts au restaurant, moins de dépenses chez les commerçants. Et déjà, les absents de juillet sont repérés. Ce qui est le plus important, c'est les étrangers qui ne sont pas venus à Bandol cette année, et peut-être d'une manière générale, pas venus sur la Côte d'Azur. Ils sont peut-être allés plus en Espagne, ou peut-être en Italie, à cause des différences de monnaie, qui est très très importante. Oui, bonjour, c'est le camping information pour connaître vos disponibilités pour aujourd'hui. Les campings du Var, eux aussi, affichent une baisse, moins 5% environ pour juillet. Même en bord de mer, ils n'ont pas fait le plein. Les Italiens ont presque disparu, comme les Espagnols ou les Allemands. Quant aux habitués français, ils vivent des vacances à l'économie.
que je dépense peut-être moins d'argent. Bon, on boit l'apéritif, mais chez soi on la boit aussi. Hein. Mais question, bon, on mange déjà moins, hein, on mange des tomates, des choses comme ça. Les gens sont très prudents, ils font attention, ils consomment uniquement l'essentiel, le superflu, c'est exclu. Et ils viennent moins longtemps aussi? Non, non, les séjours sont toujours identiques, à mon avis, ils n'ont pas changé. Mais pas de quoi doper l'économie touristique de la côte. Alors les professionnels espèrent un mois d'août complet pour au moins sauver la saison. Autre exemple un peu plus optimiste, en Haute-Savoie, au Grand Bornand, l'engouement des Français pour la montagne se confirme d'année en année. C'est ce qu'ont constaté Didier Guyot et Yves Delécluse. Au cours du mois de juillet, ce sont plus de 150 000 vacanciers qui ont fait une halte au Grand Bornand. Une fréquentation qui, en ces temps de crise, a de quoi enchanter les professionnels du tourisme. Les charmes de la montagne attirent toujours autant. À mi-saison, hôtels, locations d'appartements, campings et restaurants affichent un remplissage satisfaisant. Concernant le mois de juillet, je n'ai pas eu à me plaindre en fait, de la saison jusqu'à maintenant. Au contraire, c'était même très bien. Mais je pense qu'ils sont là, ils sont bien là, les campings sont pleins, le taux de remplissage au niveau des hôtels et des locations est intéressant. Donc on les voit, ils sont très contents d'être chez nous, la montagne en était très très belle, donc je pense qu'il n'y a aucun problème. Pour séduire cette clientèle familiale mais aussi sportive, la station village se doit de proposer de multiples activités au moindre coût. Le client aime avoir le choix. La montagne est synonyme d'évasion et de liberté, alors au programme randonnée, VTT ou parapente. Ici il y a tout, Et notamment au Grand Bornand, il y a toutes les activités pour tout le monde. Nous on est venus pour le parapente, mais on peut jouer au tennis, on peut se baigner, on peut faire des trampolines, on peut tout faire. Mais si les touristes sont là, le porte-monnaie, lui, a beaucoup de mal à s'ouvrir. Un restaurant et hôtel haut de gamme ont beaucoup moins de clients. Le budget est serré, alors on rogne sur les extras. Payer pour la location, pour la nourriture, mais à côté de ça, les petits extras, les petites fêtes, boire un verre, moins, beaucoup moins. C'est pourquoi ici, les professionnels du tourisme sont obligés de s'adapter. Fini le superflu, il faut la qualité au moindre prix, sinon les vacanciers déserteront la station. Et un dernier coup de projecteur avant de retrouver Madame de Panafieux, tout à fait à l'opposé, sur l'île de Ré, où Gilles Marinet et Marie-Pierre Cassignard ont trouvé des vacanciers assez peu portés sur les plaisirs de la table. Dormir, bronzer ou plonger, ici chacun fait ce qui lui plaît, il y en a pour tous les goûts, y compris dans l'assiette. Gérard, le cuisinier, connaît bien ses clients. Quel est le plat préféré? Les moules, le Saint-Pierre, le saumon, puisqu'on est sur l'île, c'est de bonne guerre, le poisson. Ils sont très poissons? Beaucoup. Les gens viennent ici surtout pour les poissons. De là à renoncer au barbecue, il y a une marge. Cette famille qui est venue de l'Inde est restée en fait très grillade. C'est tellement plus facile de faire la cuisine quand on est dehors, on a moins de contraintes. Le barbecue c'est facile, hein, on allume, on met dessus, on s'en occupe pas. Quelques mètres plus loin, le couple d'amoureux, Franck et Virginie, a sans doute d'autres préoccupations que la nourriture puisqu'ils ne se sont encombrés d'aucun moyen de cuisson. Pour eux, les vacances, c'est amour et crudité. Moi, je me prendrais pas la tête à faire réchauffer, quoi. Ça va plus vite. Là, on coupe, on fout dans le saladier, de la sauce et puis on a mangé. Un petit bout de fromage et c'est fini. Ne pas se compliquer la vie en vacances, c'est le leitmotiv. Jambon et saucisson sont donc bien placés au hit parade, mais si les adultes changent facilement de régime, les enfants, eux, gardent leur préférence. Qu'est-ce que tu préfères, toi, Edouard? Les frites. Mais maman n'en fait jamais. Jamais. On les achète, hein, on les achète au camping. Ce qu'ils veulent, c'est simplement, comme tous les Français, passer de bonnes vacances agréables, du calme, de la tranquillité, du soleil, de la bicyclette, du sport, de l'animation, rire, penser à autre chose que le travail. Et de temps en temps, peut-être aller au restaurant. La tentation est grande, alors on cède parfois, mais en comptant bien. C'est une vieille carte. C'est 2 salades pour 4 personnes, c'est 2 desserts pour 4. On assure pour les enfants, et puis l'adulte se prive, ou... Voilà. Des touristes, il y en a beaucoup. Cette année, l'île de Ré fait le plein, mais effectivement, ceux-ci dépensent de moins en moins. Et quand on se prive pour le dessert de bébé, inutile de préciser qu'un menu gourmand aux alentours de 250 francs, ça vous a quand même les allures de gastronomie fiction. Alors, comme promis avec nous en duplex, Madame de Panafieux. Madame de Panafieux, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes donc le ministre du Tourisme. Qu'est-ce qu'il faut penser donc de ce premier mois de vacances en termes d'évolution touristique? Moi, je suis chaque semaine, pour ma part, en province, à raison d'au moins 3 fois par semaine. Je note que la tendance est plus optimiste que ne laisserait penser ce documentaire que nous venons de voir. Une saison qui a commencé le 14 juillet, quelques difficultés certes,
mais j'ai le sentiment que la tendance sera à peu près la même que celle de l'année dernière. C'est qu'on va se rattraper sur le mois d'août. Oui, mais pas rattrapé. Je crois que le mois de juillet a été relativement honorable. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que derrière ce tourisme, il y a 200 000 PME, 1 million d'emplois directs, 1 million d'emplois indirects, que certes, il y a une crise économique et peut-être quelques difficultés, et que le gouvernement, donc, que je représente, a vraiment la volonté d'aider ces entreprises touristiques qui tiennent une grande part dans notre économie française. Alors on dit que les étrangers boudent un peu la France pour des questions de monnaie, les Espagnols notamment et les Anglais aussi, les Italiens. Les Anglais pas, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Les Espagnols, les Italiens oui, mais par contre les Américains sont revenus, ainsi que les pays du Nord vers nous. Et donc les choses ont tendance plutôt à se stabiliser. Alors il y a une autre catégorie de touristes étrangers qui pourraient bouder la France, sont les Australiens notamment. Comment est-ce que vous comptez contrecarrer ces appels au boycott qui commencent à fleurir un peu partout? Pour ne rien vous cacher, ce boycott n'a absolument pas touché le tourisme. Nous n'avons pas reçu une seule lettre de désistement ici, au ministère. Et à ma connaissance, il n'y a pas eu de désistement collectif de voyage de tour opérateur. Par conséquent, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Il y a peut-être des difficultés dans le domaine de l'économie. Il n'y en a pas dans le domaine du tourisme, en tous les cas pour cet été. Merci beaucoup, Madame de Panafieux. Vous prenez quelques petites vacances? Un tout petit peu, 15 jours et plutôt à Noirmoutier, pas à l'île de Ré. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. À bientôt et bonnes vacances. Merci. Faut-il homologuer le nouveau record du monde de saut en longueur du Cubain Pedroso? À Sestrières samedi dernier, il a réalisé un saut de 8,96 m, mais il y avait du vent, beaucoup de vent, et la Fédération d'athlétisme enquête. Yann Lavoie. Le vent soufflait fort samedi dernier à 2000 mètres d'altitude sur le stade de Sestrières. L'anémomètre indiquait par instant plus de 3 mètres par seconde. Pour qu'un record soit homologué, il ne faut pas que le vent souffle à plus de 2 mètres par seconde. Tout à coup, sorti de nulle part, Ivan Pedroso fend le brouillard, bondit et retombe 8,96 m plus loin. Record du monde battu d'1 centimètre. Un coup d'œil sur l'anémomètre. Pour être assuré, le vent soufflait à cet instant à 1,20 m par seconde. Le record est donc homologable. Oui, mais en revoyant ces images, des responsables de la Fédération internationale ont constaté la présence d'une personne dans le champ de l'anémomètre. Celle-ci se trouve à moins de 2 mètres de l'instrument électronique et aurait donc pu en affecter la précision. Et puis ce record est sujet à caution pour une autre raison. Le pied d'appel du Cubain aurait très légèrement mordu la planche. Pour statuer sur ces 2 points, les enquêteurs de la Fédération internationale ont en leur possession ces images, plus 2 autres films tournés par des amateurs. Pedroso, lui, attend, il est suspendu à la décision de la Fédération. Il aimerait bien entendu ne pas perdre ce record, et encore moins la Ferrari qui lui a été offerte en récompense. La course en solitaire du Figaro, Philippe Vicario est toujours en tête. Il accélère même le rythme à l'approche de Kinsale en Irlande et son avance ne cesse de croître. Philippe Poupon sur Fleury Michon, qui a choisi une autre route, semble en mesure de limiter un petit peu les dégâts. Décidément, tout change en Russie. Depuis le début de l'été, on assiste à des rassemblements de motards, comme en Europe. Reportage Dominique Derda. Ici, on est prié de laisser drogues et armes à l'entrée. Pour sa première édition, le rassemblement des motards russes tient à éviter de froisser les très susceptibles autorités. Difficile pourtant d'imaginer que nous sommes dans ce qui fut pendant des décennies un camp de vacances des jeunesses communistes. Les motos pour la plupart sont de fabrication soviétique. Ce sont des Oural, des Dniepr ou encore des Java tchécoslovaques remises au goût du jour avec des moyens de fortune. Mais elles brillent et font du bruit, c'est bien là l'essentiel. Dans l'ancien réfectoire, les tatoueurs travaillent à la chaîne. Un vrai motard a sa passion dans la peau et pour toute sa vie. Une vraie motarde aussi. Ensuite, après quelques bières, il n'y a plus qu'à se laisser bercer. Venus de tout l'ouest de la Russie, mais aussi d'Ukraine, ils sont quelques milliers à fouler l'herbe tendre, sous le regard vigilant des chiens de garde des forces spéciales du ministère de l'Intérieur. En Russie, les accidents de moto sont fréquents. On roule toujours sans casque et sur des routes défoncées.
C'est la liberté l'important, la liberté avant tout, et puis aussi faire la fête. Un mec dans sa chouette bagnole avec son téléphone portable, il n'aura jamais comme nous l'impression de s'envoler. C'est pour ça qu'il nous envie. Après 3 jours et 2 nuits à ce rythme, certains auront sans doute du mal à atterrir et à reprendre la route. Plutôt mourir, dit leur cri de ralliement, que de couper les gaz. Voilà, fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Laurent Romeshko. À 22h35, ne ratez pas dans la série Kilomètre Zéro le très beau reportage de Martine Laroche-Joubert qui s'est jetée sur la route de Dracula en Roumanie. À 23h35, le dernier journal de Florence Dechet. Demain à 13h, vous retrouverez bien sûr Daniel Bilalian. Et puis moi, je vous retrouverai à 20h. Bonne soirée sur France 2.